Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Smart Robot Car V4 de Ilegu. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment faire se déplacer le robot, que ce soit pour avancer ou reculer ou bien pour tourner. Euh, dans les vidéos qui vont suivre, on va plutôt parler de comment corriger la trajectoire du robot. Donc, si vous vous rappelez bien, euh, lors des déplacements précédents, le robot, lorsqu'on faisait avancer ou reculer en ligne droite, en tout cas, il déviait de sa trajectoire. Et donc, on va voir comment corriger ça. Donc, pour cela, je vais procéder par 3 vidéos. La première vidéo, on va voir comment faire communiquer le robot avec le dispositif qui va en fait permettre de récupérer l'information sur la déviation. Dans la deuxième vidéo, on va voir comment récupérer cette information de déviation, qui est en fait l'angle de déviation. Et euh, dans la troisième vidéo, on va voir comment à partir de l'angle de déviation, corriger la trajectoire du robot, notamment avec un correcteur PID. Alors, on commence tout de suite avec le dispositif qui va permettre de récupérer l'angle de déviation. En fait, il s'agit du MPU 6050. C'est une centrale inertielle qui comprend notamment une fonction d'accéléromètre et de gyroscope. Il comprend d'autres fonctions qu'on ne va pas utiliser, notamment la fonction de capteur de température. Ce dispositif, la fonction qui nous intéresse principalement, ça va être la fonction de gyroscope, parce que c'est lui qui va nous donner l'information de vitesse angulaire autour des différents axes cartésiens, donc X, Y, Z. Et donc, lorsqu'on regarde la représentation du robot dans le plan cartésien, là c'est vraiment la situation la plus simple. La déviation se fait seulement dans un seul plan parce que le robot se déplace sur une surface plane. Et du coup, pour corriger l'erreur, on a juste besoin de l'angle de déviation. Donc, comme vous avez compris, le gyroscope, il ne permet de récupérer que la vitesse angulaire, mais si on intègre cette vitesse dans le temps, on aura un angle. Voilà. Donc cet angle, je l'ai indiqué sur le schéma par alpha, et on voit que cet angle correspond à l'angle entre la trajectoire qui est réellement suivie par le robot et la trajectoire qu'on veut lui imposer en vert. Et le but, bien sûr, ça va être de faire en sorte que cet angle devienne nul, de sorte que la trajectoire suivie par le robot corresponde à celle qu'on veut lui imposer. Alors, concernant la communication, on va rentrer dans le vif du sujet après, mais euh, j'ai fait des schémas. Ok, je vous l'accorde, je suis pas très bon en dessin, mais ces schémas, je pense que ça va aider à mieux comprendre, parce que j'ai trouvé qu'il y avait des analogies entre la communication au niveau de deux êtres humains et la communication entre deux robots. Euh, alors, on commence par les deux êtres humains. Donc, alors, du côté gauche, on a l'interlocuteur numéro 1. Alors, pour parler, il va utiliser son cerveau. Et donc, son cerveau va lui faire produire des sons qui seront organisés sur une syntaxe donnée qu'on appelle un langage. Et donc, ces sons vont arriver à l'oreille de l'interlocuteur numéro 2. D'accord? Les éléments que j'ai mis en bleu là, que j'ai noté, ça va être les éléments qu'on va retrouver au niveau de la communication entre appareils électroniques, entre dispositifs électroniques. En effet, euh, donc pour le robot, le cerveau, on peut considérer que c'est le microcontrôleur, et donc c'est lui qui va envoyer les commandes au dispositif avec lequel il veut communiquer. Ici, c'est le MPU 6050. Donc deux dispositifs, eux, pour qu'ils communiquent, ils n'utilisent pas un langage, mais un protocole de communication. Ici, ça va être le protocole I2C. Et donc, l'information, quand elle va arriver, ce sera pas au niveau de l'oreille, mais au niveau de registre cette fois-ci. D'accord? Euh, il y a aussi un truc important à dire, c'est que de la même manière que deux êtres humains, lorsqu'ils communiquent, il faut qu'ils parlent le même langage pour qu'ils se comprennent. C'est pareil pour deux dispositifs électroniques, il faut qu'ils utilisent le même protocole de communication pour qu'ils se comprennent. Il y a aussi une autre notion à savoir. Donc,
Pour les dispositifs électroniques, on a une notion de, en tout cas pour le protocole I2C, on a une notion de maître et d'esclave. Donc le maître, c'est le dispositif qui va dire je veux, que ce soit je veux écrire ou je veux lire dans ton registre. Et donc l'esclave, c'est celui qui va répondre à la sollicitation. D'accord? Donc dans notre cas, il s'agit du MPU 6050, c'est lui l'esclave, alors que le maître, c'est le microcontrôleur. Comme vous avez pu le discerner, il y a dans le langage humain, il y a aussi, donc on peut soit parler, soit écouter, et ben, de façon équivalente entre deux dispositifs électroniques. Euh, il y a deux opérations, donc une opération d'écriture. Donc dans ce cas, le maître qui dit je veux écrire dans un de tes registres et l'esclave dit ok, le registre est disponible, je te laisse écrire dedans. Ou bien le maître, c'est dans le cas de la deuxième opération, c'est la lecture. Donc le maître qui dit je veux que tu m'envoies une des informations qui est située dans un de tes registres. Et dans ce cas, l'esclave il répond ben d'accord, pas de souci, elle est disponible donc je t'envoie. Donc voilà. Donc ceci dit, donc on a dit qu'on utilisait le protocole de communication I2C. Donc il peut y avoir des variations du protocole de communication I2C, mais globalement, donc en fait il s'agit d'une série de 0 et de 1 avec un signal de start et un signal de stop. Donc la donnée elle-même, c'est une série de 8 bits, c'est-à-dire un octet, et il faut deux fils. Donc on a un fil SDA, donc c'est le fil sur lequel on va envoyer les bits de données, et on a un fil SCL, donc c'est le fil sur lequel on va envoyer l'horloge pour que les deux dispositifs électroniques soient synchrones. Euh, donc ceci dit, donc ça peut paraître très facile de coder la communication I2C, le protocole I2C, mais c'est quand même assez complexe. Et donc pour nous faciliter la tâche, on va plutôt utiliser la bibliothèque Wire qui est fournie par Arduino avec différentes fonctions qui va faciliter l'utilisation du protocole I2C. Alors maintenant, plus concrètement, euh, pour faire communiquer le microcontrôleur avec le MPU 6050, il faut quatre étapes. La première étape, c'est l'initiation de la communication I2C. Ensuite, on va faire deux étapes au niveau du MPU 6050, qui est la configuration de l'horloge et la configuration du gyroscope. Et la dernière étape, donc ça va être la récupération de la vitesse de rotation angulaire autour de l'axe Z. Donc la première étape, initialisation de la communication I2C, elle se fait à l'aide de la fonction begin que l'on retrouve dans la bibliothèque Wire. Donc là, je vous ai mis la documentation. Et donc on voit qu'au niveau de la syntaxe, euh, la fonction begin peut prendre un argument qui est l'adresse de l'esclave, mais on voit que cet argument n'est pas nécessaire lorsqu'on agit comme un maître. Et on voit aussi que cette fonction ne retourne rien du tout. Donc la deuxième étape va être la configuration de l'horloge du MPU 6050. Alors tout à l'heure je vous ai parlé des registres. Ah ben, dans notre cas, on va travailler avec le registre 107 pour configurer l'horloge. Donc son numéro en hexadécimal c'est 6B. Et pour configurer l'horloge, il faudrait écrire des valeurs sur les bits 0, 1 et 2. Alors, donc, je vous ai mis le tableau qui va permettre de savoir quelle valeur mettre sur les 3 bits de poids faible. Alors, moi, j'ai préféré choisir la valeur 3 parce que il s'agit de la PLL, donc c'est comme un oscillateur qui va donner une fréquence régulière. Donc, j'ai choisi la PLL de l'axe Z parce qu'on veut récupérer juste une vitesse angulaire autour de l'axe Z. Et donc, la valeur à écrire sera 3, mais comme c'est en binaire, donc ce sera 11, c'est-à-dire un 1 au niveau du bit 0 et un 1 au niveau du bit 1. J'ai également écrit un 1 au niveau du bit 3, alors parce que c'est le bit qui va permettre de configurer le capteur de température. Et quand on écrit 1 dedans, ça veut dire qu'on le désactive. Et comme on va pas l'utiliser, donc je pense que c'est mieux pour préserver l'énergie. Donc, alors, ensuite, l'étape numéro 3, on a dit que c'était la configuration du gyroscope. Alors cette fois-ci, il va falloir interagir avec le registre 27, donc 1B pour sa valeur hexadécimale. Euh, alors à ce niveau, moi j'ai choisi la valeur 0 pour FCL. Donc FCL, ça correspond,
FSL, pardon, ça correspond à la valeur du full scale range. En fait, en gros, c'est le nombre de valeurs que va pouvoir prendre la mesure. Et donc moi j'ai vu que 250 degrés, plus ou moins 250 degrés par seconde, c'est bien. Mais donc pour être plus rigoureux, on peut faire des tests. Et du coup, les bits 5, 6 et 7, ça correspond à des bits d'autotest qui vont permettre de déterminer la valeur du FSR, donc du full scale range. Voilà. Euh, la dernière étape, ça correspond à la calculation de la vitesse angulaire autour de l'axe Z. Et donc, je vous ai mis les différents registres du gyroscope. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vitesse angulaire autour de l'axe Z. Du coup, on va s'intéresser seulement aux registres 71 et 72. Pourquoi deux registres? Parce que, en fait, il s'agit d'une valeur qui est sur 16 bits. Or, un registre ne fait que 8 bits, et donc il faut deux registres pour avoir la valeur totale. Euh, et après, il faudra concaténer ces deux registres pour avoir une seule valeur. Donc attention, il ne faut pas les concaténer n'importe comment, puisqu'on voit bien que euh, euh, donc ici, on a des crochets pour dire que euh, le registre 71 contient les bits euh, qui correspondent aux valeurs, enfin les bits de la valeur qui correspondent aux bits de 15 à 8, alors que le registre 72 correspond aux bits enfin à l'octet de poids faible en gros, donc les bits de 7 à 0. D'accord? Euh, et donc, il faudra mettre, euh, il faudra mettre donc à gauche le registre 71 et à droite le registre 72. Donc maintenant, on va voir le code. Donc au niveau du code, donc je vais d'abord vous parler de la partie setup. Donc comme d'habitude, on retrouve la partie setup et la partie loop. Donc dans la partie setup, on va faire tout ce qui est configuration. Donc ici, donc vous allez voir la bibliothèque serial que j'ai utilisée donc pour l'affichage. Mais donc alors le vrai sujet ici, c'est donc la fonction begin qu'on retrouve donc pour l'initialisation de la communication I2C. Ensuite, j'ai créé la fonction écrire byte I2C, qui est une fonction que je vais utiliser pour écrire des octets via le protocole I2C. Cette fonction prend un premier argument qui est l'adresse de l'esclave avec lequel on veut communiquer. Ensuite, l'adresse du registre dans lequel on veut écrire. Donc ici, c'est le 6B. Donc comme on avait vu, hein, c'est une valeur hexadécimale. Et on avait dit que la valeur à écrire, c'était donc 1011 en fait. Et donc en hexadécimal, ça correspond euh, à 0x0b. Donc voilà. Ensuite, là, avec cette fonction, je configure le gyroscope. Donc encore une fois, on retrouve euh, le registre dans lequel on veut écrire, donc la valeur 1b. Et là, cette notation va permettre d'écrire 0 au niveau des bits 3 et 4 du registre 1b, parce que comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais comme on avait vu ici, euh, la valeur à écrire, donc c'était FSL 0, et donc il faudra écrire 0 sur les bits 3 et 4. Donc voilà. Euh, au niveau du code. Donc une fois qu'on a fait les configurations, maintenant on peut récupérer la valeur de la vitesse de rotation angulaire autour de l'axe Z. Et donc avec la variable gz que j'ai initialisée ici, on va récupérer, que j'ai initialisé pardon, ici, on va, on va faire la concaténation. Alors pour cela, donc on a d'abord la fonction lire byte i2c. C'est une fonction que j'ai créée cette fois-ci, non pas pour écrire, mais pour lire des octets via le protocole I2C. Cette fonction, cette fois-ci, ne prend que deux arguments. Donc l'adresse de l'esclave avec lequel le maître veut communiquer. Donc c'est MPU. Donc là, je l'ai appelé MPU ADR, mais je ne vous ai pas montré ADR. Donc ça, c'est l'adresse en fait qu'on retrouve au niveau de la datasheet du MPU 6050. OK. Et puis, euh, donc là, j'ai appelé GiroZ Art H et GiroZ Art L, donc les valeurs des registres
71 et 72, donc respectivement, hein. Donc ici, donc 0,47 et 0,48 pour les valeurs hexadécimales. D'accord? Donc, une fois qu'on a récupéré ces valeurs, donc on fait encore une opération dessus. Donc, pour les bits du registre 71, comme ce sont les bits de poids fort, on va les décaler de 8 bits vers la gauche. Donc, ça veut dire qu'ils vont aller sur les, euh, sur les bits 15 à 8, d'accord? Tandis que donc les bits du registre 72 vont rester pardon, la valeur du registre 72 va rester sur les bits 0 à 7. Donc voilà. Et puis donc pour concaténer les deux, j'utilise le pipe qui est l'opérateur OU, l'opérateur logique OU. Voilà, le OR. Et puis après, j'affiche juste. Voilà. Donc on peut continuer. Alors, euh, alors là, je vais vous décrire plus en détail les fonctions lire byte I2C et écrire byte I2C. Donc ce sont deux fonctions que j'ai implémentées euh, à partir de tableaux que j'ai trouvés encore une fois dans la datasheet. Donc on peut voir que pour lire un octet via le protocole I2C, alors le master, il doit envoyer un signal start, puis l'adresse de l'esclave avec lequel il interagit en lui indiquant par W que c'est euh, une interaction d'écriture. Ensuite, donc l'esclave va dire va répondre par ACK, d'accord, si tout va bien. Et après, l'esclave va indiquer alors le registre avec lequel il veut interagir. Puis, donc, l'esclave donne encore un retour par ACK. Et c'est que maintenant qu'on va avoir la vraie partie, donc avec un signal de start encore, l'adresse de l'esclave avec un signal pour indiquer qu'on veut faire une opération euh, de lecture. Donc, l'esclave répond encore par ACK. Et cette fois-ci, il envoie la donnée qui est demandée par le maître. Et à la fin, le maître, il va mettre non ACK sur ESA et le signal de stop pour indiquer que la communication est terminée. Donc, tout ça est transcrit en termes de code. Donc, par exemple, begin transmission, ça va jusqu'au premier ACK. Le write RA, donc là, ça correspond à RA et ACK. Puis après, le request from, donc ça correspond au bit de start jusqu'à la fin. Donc request from, donc on met l'adresse de l'esclave avec lequel on communique. C'est pour indiquer qu'on lit un octet. Et puis donc le if, c'est pour attendre que on ait quelque chose à lire en réalité et on récupère la valeur à, la valeur à lire dans data. Donc, voilà. Donc pour l'écriture, donc au départ c'est à peu près la même chose. Donc il y a encore un bit, enfin un signal de start. Ensuite il y a l'adresse de l'esclave avec une W pour indiquer une opération d'écriture et le signal ACK. On a encore RA qui va indiquer le registre dans lequel on va écrire et le retour de l'esclave ACK. Donc après, par contre, comme c'est une écriture, c'est le maître qui va écrire la donnée avec data. Euh, L'esclave par ACK va dire s'il a bien reçu la donnée et le maître va mettre fin à la communication avec le signal de stop. Donc ceci est traduit au niveau du code. Donc begin transmission, donc ça va jusqu'au premier ACK encore. Write RA, donc c'est RA plus ACK. Et puis après, donc le maître écrit data, donc ça correspond à ça. Et puis ça plus ACK. Et après end transmission avec le P. Voilà. Donc euh, après avoir exécuté le code, voici les valeurs que j'ai obtenues. Donc ça, je tiens à préciser que ce sont des valeurs que j'ai obtenues sans avoir bougé le MPU 6050. Et du coup, ça veut dire qu'a priori, on devrait avoir des valeurs qui sont fixes et on devrait avoir un angle de déviation qui est nul. Donc, ok, donc là, vous allez me dire que les valeurs ne sont pas cohérentes. Pourquoi tu nous montres ça? Ben, c'est simple parce que, en fait, l'opération, c'était juste de montrer que on peut établir la communication entre le MPU 6050 et le microcontrôleur. Mais
Je suis d'accord, les valeurs ne sont pas cohérentes. Pour savoir comment récupérer des valeurs cohérentes, ça va être le thème de la vidéo suivante. Donc si vous êtes intéressé et que vous avez déjà apprécié cette première vidéo, je vous invite dans la vidéo suivante. Donc pour cette vidéo, c'est fini et je vous dis à la prochaine.